Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo suite à une discussion que j'avais aujourd'hui avec Gilles Lartigot, vous savez, l'auteur de Hit, qui va bientôt sortir Hit 2, qui est un ami, et on parlait justement de l'alimentation, puisque c'est son sujet favori, et on en arrivait à la même conclusion que pour bien s'alimenter, effectivement, il faut éviter certains aliments, mais il faut surtout bien s'alimenter par rapport à ce que nous digérons. Ce que nous digérons dépend en grande partie évidemment de la qualité des aliments que nous allons ingérer, mais aussi et surtout de nos tolérances alimentaires qui sont en partie acquis, qui sont en partie génétiques, on va dire, qui sont des programmations que nous avons héritées de nos ancêtres. Donc il faut faire très attention quand il y a des mouvements de mode qui vous disent qu'il faut arrêter le lait ou arrêter de manger du gluten. Alors évidemment, le fait que le lait que nous buvons actuellement n'est pas forcément, n'a pas toujours la même qualité que le lait qui était bu avant par nos grands-parents, au même titre que les blés modernes ont été et sont des blés qui sont souvent modifiés, qui ont été sélectionnés pour certains rendements et qui ont perdu certaines valeurs nutritionnelles, en ont acquis d'autres, et donc diffèrent de la nourriture de nos grands-parents. Mais globalement, il faut savoir que d'un individu à l'autre, en fonction de son origine, de l'origine de ses parents, eh bien, il y aura des tolérances alimentaires différentes. Et quand nous devons manger quelque chose, il faut se méfier un maximum des mouvements de mode et surtout penser à ce que vous digérez vous-même et penser à ce que digéraient vos grands-parents ou vos parents et ce que mangeaient vos grands-parents. Parce que les mouvements de mode alimentaire peuvent être sympas, peuvent effectivement dénoncer des abus, des pratiques qui peuvent être dangereuses. Alors on voit que la mode actuellement est à dénoncer des OGM qui effectivement parfois s'avèrent extrêmement dangereux puisqu'on n'a pas de recul et seul l'avenir nous dira si cette molécule, ce blé transformé ou ce maïs OGM était bon ou était mauvais, et nous le payerons bien sûr en partie avec certaines personnes qui feront des allergies et qui généreront à plus ou moins long terme des pathologies ou des maladies plus ou moins graves. Malheureusement, ça ne peut pas se voir sur le moment, mais le fait d'utiliser des OGM, c'est à double tranchant, permet d'un certain côté de pouvoir nourrir la planète, alors quand Moussa en Afrique pourra avoir de la nourriture, euh, pourra, pourra accéder à une certaine quantité de calories et ne subira pas une famine, il le devra en partie peut-être à un OGM qui a un organisme génétiquement modifié, qui aura donné de la résistance au végétal, à la céréale qu'il utilise, résistante à certains parasites qui auraient entraîné des fatigues et la mort de nombreuses personnes, dont en général les plus faibles, donc les enfants, les personnes dénutries, les vieux et les femmes enceintes, bien sûr. Mais effectivement, tout ça dépasse, bien sûr, l'imagination du bobo dans son quartier de riche, qui lui voudra rechercher un aliment pur et bio et se moquera un peu des OGM en oubliant qu'il faut quand même faire manger la planète, même si bien sûr en Afrique il y a une démographie galopante et un manque de prise de conscience justement de cette explosion démographique qui, je pense, va bientôt être jugulée par l'information véhiculée par Internet, le planning des naissances, mais on risque avant d'aller vers des problèmes qui s'avéreront relativement catastrophiques s'ils ne sont pas jugulés par l'intelligence, régulés par l'intelligence. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas jeter on va dire, comme on dit, le bébé, l'expression française, avec l'eau du bain. Il faut faire très attention dans ce que l'on dit et il faut, pour bien s'alimenter, avoir véritablement une démarche personnelle d'analyse de soi, d'analyse de ses origines objectives pour comprendre ce qui nous va
ou ce qui ne nous va pas. Donc, je prendrai comme exemple le fait, par exemple, le lait. On voyait le professeur Joyeux, je crois Henri Joyeux, et c'était la mode avec Sophie Marceau, qui est une actrice, hein, Sophie Marceau, qui avait, dans une émission, dit qu'elle avait arrêté le lait et qu'elle était un peu sous l'emprise du gourou Joyeux, qui disait que le lait était un poison. Le lait n'est pas fait pour nourrir un homme, le lait est là pour nourrir des veaux, et donc il a des enzymes dedans, IGF-1, certaines choses. Il a des qualités nutritionnelles qui ne sont pas adaptées aux humains, et c'est très mauvais. Alors, monsieur Henri Joyeux gagne sa vie sur le coucou fais-moi peur, parce que si le lait est un poison pour certaines personnes, il n'en est pas, il l'est pour d'autres, hein, fondamental à leur bonne santé et à leur croissance, hein. Évidemment, un Asiatique, en général, globalement, les Asiatiques ne digèrent pas le lait, pas bien, il faut qu'il soit fermenté, car ils ont une culture qui n'a pas été basée sur l'élevage de bovins ou d'ovins pour en tirer du lait. Mais si vous allez au nord de l'Europe, vous vous apercevez que dans ces régions, le climat oblige, puisqu'il pleut en permanence, c'est froid et humide, l'herbe est grasse, donc il y avait beaucoup de bovins qui avaient été utilisés, c'était les premières zones à utiliser les bovins pour l'élevage et pour, bien sûr, le lait, et il y a des populations entières qui se sont adaptées génétiquement à l'assimilation du lait. Alors, l'assimilation du lactose, bien sûr, hein, mais pas que, l'assimilation de certaines protéines de lait, parce que quand on fait des allergies au lait, malheureusement, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément que des allergies au lactose, ce sont aussi des allergies à certaines protéines de lait, et certaines personnes ne peuvent pas prendre de lait, d'autres peuvent prendre du lait délactosé, d'autres ne peuvent pas vraiment prendre de lait en général, mais qu'il y a des populations qui sont parfaitement adaptées au lait, et ça depuis des milliers d'années. Les adaptations qui s'est fait bien sûr d'une façon terrifiante sur l'élimination des personnes qui ne digéraient pas le lactose ou certaines protéines de lait. Hein, imaginez-vous qu'au nord, quand c'est pluvieux, quand un jeune enfant boit du lait cru, hein, que sa maman lui donne, et que ce jeune enfant a un début de bronchite et fait une allergie au lactose, et en plus il a une diarrhée et fait des glaires parce que ces monctoires ne supportent pas, essayent d'éjecter cette protéine, ces molécules que son organisme ne digère pas, bah, il va générer plein de mucosités dans lesquelles vont se développer des bactéries, et ça ne sera pas une bronchite qu'il va avoir, ça sera une pneumonie qui l'emportera, et il ne transmettra pas ces gènes d'inadaptation au lactose. On se retrouve dans le Nord avec des individus adaptés à la consommation du lait, mais plus encore, c'est que le lait devient indispensable pour eux, car l'apport nutritionnel qu'apporte le lait, donc beaucoup de calcium, beaucoup de vitamine D, permet et beaucoup de protéines, aussi de gras, permet à ces personnes justement de grandir, et il y a une sélection des individus de grande taille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plutôt élimination des individus de grande taille qui consomment trop d'énergie, et dans ce cas-là qui s'affaibliraient et mourraient en cas de famine. Ces gens-là sont conservés, et on se retrouve avec des peuples grands parce qu'ils assimilent bien le lait, et qu'il y a beaucoup de lait, donc une profusion de protéines, d'acides gras essentiels et de calcium qui leur permet de pousser en hauteur avec de grands os, de calcium, de grands muscles, et on s'aperçoit, de gros muscles, du gras aussi, on s'aperçoit que les Nordiques sont grands, gros et gras, avec de grands os bien solides, des gros os, tout ça parce qu'ils ont été sélectionnés génétiquement depuis des milliers d'années par cet apport massif de protéines animales donné par le cochon, le bœuf, mais aussi par l'apport massif de calcium contenu dans le lait. Et si on leur enlève ce lait, ces gens vont faire des carences alimentaires graves. Donc on se retrouve avec d'un côté des Asiatiques qui n'assimilent pas le lait, certains Africains qui ne vont pas assimiler le lait, pour eux c'est un poison, hein, même un poison qui à la longue est mortel, puis se faire des infections intestinales, on va dire des inflammations intestinales, parce qu'on ne digère pas le lactose, va affaiblir le système immunitaire et vous allez laisser la porte ouverte pour d'autres bactéries, hein, qui vont vous tuer. Donc on s'aperçoit qu'il y a des gens adaptés à certaines nourritures et d'autres qui n'y sont pas du tout adaptés, et que dire que le lait est mauvais, c'est oublier la diversité génétique des humains et la diversité des humains au niveau de leur capacité d'assimilation des aliments. Donc faites très 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 attention,
à la chasse aux sorcières, à la chasse aux aliments dangereux. Certaines personnes vont digérer certains aliments, d'autres ne vont pas le digérer. En Afrique, certaines populations digèrent parfaitement le lait, par exemple les Dinka, je crois, les Peuls en général, les Maasai, qui boivent du lait caillé, du lait cru, hein, et qui sont des peuples assez des fois isolés, hein, des petites îlots génétiques, des groupes d'éleveurs de bovins, qui boivent du lait cru et qui se retrouvent autour d'autres populations africaines qui, elles, n'ont pas du tout de capacité à assimiler le lait, mais eux grandissent et mangent du lait et sont génétiquement programmés pour manger du lait. D'ailleurs, ce sont des populations qui sont en général très grandes. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas d'élimination des grands individus parce que ces gens prennent dans le lait assez de protéines, de calcium et de graisse. Il est moins gras comme le lait africain pour pouvoir croître en taille. On retrouve dans les populations africaines les plus grandes les buveurs de lait, donc des sélections génétiques sur les individus poussant en hauteur qui, si on leur enlève le lait, vont faire des carences et vont faire du rachitisme de l'adulte. Hein. Donc il faut faire très très attention à ce que vous disent tous ces gens-là. Tous ces gens qui font de la chasse aux sorcières, aux mauvais aliments. Non, il y a des aliments pour certaines personnes et des aliments pour d'autres. Au même titre que l'on peut parler du blé. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du blé, je ne suis pas un nutritionniste ni un biologiste. Je m'occupe de la compréhension des systèmes. Je suis un grand philosophe et en même temps un scientifique. Je fais de la philosophie naturelle. Et on peut savoir que la digestion du blé n'est pas... la digestion du blé ne se fait pas de la même façon pour tout le monde et certaines personnes vont effectivement faire des intolérances au blé ou au son du blé, hein, ou des fois au gluten, qui est une protéine contenue dans le blé, qui peut générer des inflammations. Alors, il faut savoir que tout le monde ne fait pas d'inflammation et de réaction allergique au gluten. C'était la mode d'attaquer le gluten, hein. Mais allez voir si les Italiens font du gluten, ce sont des civilisations basées sur le blé. Hein. Rome était basée sur le blé. Toutes les civilisations qui sont autour de la Méditerranée sont en partie basées sur le blé. Hein. La semoule des Maghrébins, hein, les pâtes des Italiens, hein, bien sûr. Alors, ce sont des populations qui, en général, digèrent très bien le blé et même digèrent le gluten, même si ce sont des blés modifiés avec de moins bonnes qualités nutritionnelles parfois, et même des fois avec qui peuvent même accentuer le côté indigeste de ces aliments. Les gens qui habitent le pourtour méditerranéen ont souvent une très bonne assimilation des protéines et des glucides contenus dans le blé. Alors que d'autres personnes, des populations du nord par exemple, ou de l'est, digéreront moins bien le blé et même auront des intolérances au gluten. Hein. On peut s'apercevoir que les intolérances au gluten varient d'une population à l'autre. Donc effectivement, le gluten peut être un poison pour certaines personnes, où on digère plus ou moins, mais il y a des populations qui n'ont pas ces problèmes alimentaires. Donc on voit quand même qu'il y a des variations, qu'il faut faire attention, vérifier bien ce que vous digérez et ce que vous ne digérez pas, les aliments qui vous vont bien, et ça c'est l'expérience qui vous le dit. C'est comme la mode du véganisme. Alors on peut très bien comprendre d'être vegan pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, ce qui est normal. Les animaux n'ont pas à souffrir. Effectivement, tuer des animaux, c'est pas bien, c'est de la souffrance animale. Il faut essayer de limiter la souffrance sur cette terre, mais de là à dire, en utilisant justement ce côté vegan et moral, que l'homme n'est pas adapté à manger de la viande et ne doit pas en manger, est une grave erreur, parce qu'il y a effectivement une humanité, mais il y a des hommes avec des capacités d'assimilation différentes, forgées par le milieu dans lequel ils ont vécu. Évidemment, des habitants du nord de l'Europe, hein, ou des Européens, en général, ont une très bonne capacité d'assimilation des viandes, et plus particulièrement des viandes, c'est de la graisse animale, car les Européens, si vous êtes Européen, vous savez bien que les Européens mangent quand même pas mal de viande, et ça depuis les temps préhistoriques, puisque quand l'hiver, il y a la mort de la nature en Europe, et même partie en Asie du Nord, hein, et bien à ce moment-là, les hommes étaient bien obligés de, ou au néolithique,
faire des réserves de graines, de céréales, de riz en Asie, et évidemment stocker de la nourriture en salaison ou en fumaison. Hein, on fumait, on salait les aliments, hein, mais les viandes, pour continuer à pouvoir avoir de la protéine animale, mais plus que de la protéine animale, c'était en général du gras. Alors évidemment, quand il fait très froid, on peut conserver de la viande glacée, mais comme de glacière, sûrement on tue un animal et on le mangeait pendant une semaine, 15 jours, puisqu'on pouvait le laisser dehors, ou à -2, -3, -4, -5, ça gèle, c'est bon, il n'y a pas de risque de prolifération bactérienne dans l'alimentation, mais autrement, dans des températures proches de zéro et un peu au-dessus, il va y avoir à ce moment-là un risque de prolifération bactérienne, de pourrissement des aliments et d'intoxication. Donc on était obligé de saler les aliments pour avoir de la protéine animale, hein, pour continuer à tenir l'hiver. Mais plus que la protéine animale, c'était les graisses animales qui étaient fondamentales. Et les Européens sont des peuples qui sont adaptés à fonctionner avec du gras animal. Hein, on mange relativement gras, c'est une graisse qui est très riche en calories et qui permet aux Européens de passer l'hiver et de survivre dans un milieu où la nature est morte pendant plusieurs mois. Donc on mangeait des salaisons et des fumaisons, moins pour les protéines parce qu'un corps humain ou un corps animal ne se dégrade plus lentement, il dégrade assez lentement son système musculaire, mais a besoin d'énergie. Cette énergie, s'il ne la trouve pas dans les glucides, ben, il la trouvera dans la dégradation du gras, de la graisse, ou stockée sur soi-même dans nos réserves de gras. On mange bien à la bonne saison pour conserver de l'énergie et la dégager l'hiver, ou dans les salaisons, dans les saucissons, dans tout ça qui est conservé, qui était conservé pour pouvoir tenir l'hiver, et surtout la fin de l'hiver, c'est là où c'était le plus dur, hein, c'est la saison la plus dure où on devait survivre. Donc on est programmés, nous les Européens, pour être capables de digérer des graisses animales et même vivre correctement dedans. Quand on voit un anglo-saxon débuter un déjeuner, par exemple avec un œuf au bacon, bacon et œuf, donner ce régime alimentaire à un petit Indien du sud de l'Inde, eh ben, ce monsieur, s'il fait pendant quelques années, mourra très vite par une dégradation de son organisme n'étant pas habitué à assimiler, à dégrader pour son utilisation les graisses animales. Et il va à ce moment-là faire des inflammations, générer des processus inflammatoires qui vont dégrader son système digestif, mais aussi son système cardiovasculaire, et il risque de faire très vite des infarctus, il risque de voir ses artères se remplir et se boucher, hein, ses artères se dégrader et ensuite se déformer et se boucher par la rentrée de gras dans les feuillets de ces petites artères, hein, dans la structure de ces artères, mais il va aussi se dégrader très rapidement par une inflammation générale du système digestif qui ne lui permettra pas de bien assimiler les aliments, et on va voir cette personne se dégrader et même mourir. Donc, effectivement, la viande et le gras animal peut être un poison pour certaines populations qui sont habituées à manger de la nourriture beaucoup plus végétale et toute l'année, car la saison le permet, et ces personnes vont jusqu'à du sud, par exemple les Indiens du sud, hein, ont même des capacités à assimiler certains acides gras directement à partir des végétaux, alors que les Européens ont déjà plus de mal et assimilent en général bien, alors pas tous, certaines graisses animales, ont une parfaite capacité de métabolisation des graisses animales, alors que les Indiens du Sud vont, eux, avoir des problèmes. Hein. Même, c'est ce qu'on appelle le régime paléolithique, mais le régime paléolithique ne veut pas dire grand-chose, puisqu'un paléolithique d'une région équatoriale ne sera pas le même paléolithique qu'un homme, hein, d'une zone nordique. Un régime de néandertalien n'est pas un régime de sapiens africains de l'époque. Hein. Donc on voit qu'il y a des adaptations en fonction des populations, en fonction des ethnies et en fonction de vos origines. Donc faites très 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 attention. Vous êtes votre propre cobaye et vous devez vous analyser pour savoir ce que vous digérez. Et ça, c'est une approche personnelle. Vous verrez par exemple les jus de légumes. Nous avons
une industrie agroalimentaire qui est industrielle, donc qui fait pousser les aliments, on va dire qu'ils soient, qui fait grandir les aliments animaux ou qui fait pousser les aliments végétaux très vite pour des questions de rendement. Et en poussant très vite, évidemment, ils vont perdre une certaine richesse de micronutriments. Et en plus, comme ils sont en général modifiés, des fois même de façon génétique, et en plus ils sont sélectionnés des fois pour avoir un maximum de rendement, on va se trouver avec évidemment assez de protéines, assez de glucides, quelquefois assez de graisse, mais nous n'allons pas avoir une grande diversité de micronutriments et une grande quantité de certains micronutriments, des molécules particulières, hein, des minéraux et des vitamines qui vont manquer. Et là, on va avoir de graves problèmes, ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Hein. Pourquoi? Parce que nous ne manquons pas des briques pour constituer l'organisme, nous manquons de micronutriments qui sont là pour faire fonctionner cet organisme et pas forcément le bâtir. Donc nous avons ce qu'on appelle des maladies de génération dues à l'industrialisation de notre alimentation, qui n'est pas non plus quelque chose de mal, puisqu'elle a permis aux hommes de croître et de se multiplier, mais qui leur a donné à partir de certains moments des pertes dans certains micronutriments qu'il faut essayer de regagner. C'est là où il y a l'industrie du bio, où il y a des prises de conscience que nous devons tous prendre hein, pour s'apercevoir du manque de notre alimentation, qui d'un côté est bien, de l'autre côté est mauvaise. Et il faut à ce moment-là, pour les pays industrialisés, où il y a des gens qui mangent à volonté, mais qui mangent la nourriture industrielle, essayer de retrouver tous ces micronutriments pour ne pas devenir des zinzins avec un système nerveux détruit, un système immunitaire qui part en couille, parce que évidemment nous manquons de certains micronutriments, d'où l'intérêt de ce crudivorisme et de cette mode des jus, mode bio, qui permet pas d'apporter les briques qui constituent notre organisme, protéines, glucides et lipides, mais d'apporter tous ces micronutriments, et puis d'éviter bien sûr les métaux lourds, d'éviter les engrais excessifs, d'éviter les antifongiques, comment on appelle ça, les molécules pour détruire, le Roundup, hein, pour détruire les insectes ou les maladies qui attaquent nos aliments, mais qui sont par ailleurs assez dangereuses. Donc il faut essayer justement de retrouver une alimentation saine pour les micronutriments, pour récupérer ces micronutriments, pour essayer de rester en bonne santé le plus longtemps possible, d'où la mode du crudivorisme des jus, car même si les jus peuvent être issus d'aliments, on va dire, industriels qui ont perdu une grande partie de leurs vitamines et leurs micronutriments, l'avantage de faire des jus, d'en prendre le matin, permet d'avoir, en enlevant les fibres, une dose de vitamines et de micronutriments directement accessible et qui va permettre à notre organisme de se régénérer. Allez voir les vidéos de mon ami Thierry Casanova, hein, qui sont en général souvent de petits trésors d'explication, de compréhension de l'alimentation et du fonctionnement de notre organisme. C'est un très très bon vulgarisateur. Donc allez voir ces vidéos. Ah oui, voilà, le mot qui me manquait, c'est pesticide. Hein, oui, c'est l'âge, je dois faire un peu d'Alzheimer précoce. Donc, il faut à ce moment-là faire attention, essayer de récupérer des bons aliments. Alors évidemment, en Italie, où il y a eu soleil, où c'est pays de soleil, vous aurez en général de bons aliments, de bonnes tonnes, bien qu'en Espagne, ils les font des fois pousser en exagérant un peu hors sol, hein, mais en général, on trouve quand même dans le sud des aliments de bonne qualité parce que ça pousse facilement. Alors il y a moins de problèmes de pesticides avec tout ce qui est racines, n'oubliez pas, il y en a plus sur les plantes extérieures puisqu'on protège la plante extérieure des attaques bactériennes, souvent des attaques d'insectes. Donc c'est le problème de ces pesticides, génèrent des problèmes hormonaux. On s'est aperçu que l'infertilité grandissante des hommes d'Europe, pas que d'Europe, avait en partie comme cause, alors c'est en partie comme cause, l'utilisation souvent de produits industriels utilisés comme les pesticides, hein, les engrais, mais surtout les pesticides dans l'alimentation, on va dire dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi dans l'industrie classique. Hein, par exemple, on les trouvait
dans l'emballage, vous pouvez trouver certaines structures en plastique qui généraient des perturbateurs endocriniens pouvant générer des infertilités ou orienter sexuellement d'une façon étrange nos petits-enfants, les orienter sexuellement d'une façon inverse à ce qu'était leur sexe. Donc tout ça, ce sont des adaptations, mais n'oubliez pas, de toute façon, le monde est fait d'adaptations, le monde est fait de contraintes, et le monde est fait de changements, et évidemment, ceux qui survivront au monde futur seront ceux qui, en fin de compte, s'adapteront le mieux et subiront le moins ces perturbateurs endocriniens, cette nourriture, et ceux qui supporteront le mieux cette nourriture industrielle, hein, et tous ces polluants chimiques et autres, et qui arriveront par leur organisme, hein, par sélection naturelle, de résistance à s'y adapter. Malheureusement, c'est la vie. Donc, vidéo pour vous dire, faites très attention à ce qu'on entend et mangez ce que vous digérez. Par exemple, dans les jus, on disait oui, alors il faut manger tel jus ou tel jus, faites attention, tout le monde ne digère pas les choses de la même façon. Il y a des gens qui peuvent faire des allergies graves aux betteraves, d'autres personnes, par exemple, disent que c'est anti-inflammatoire, prenez du gingembre ou du curcuma. Je peux vous assurer que certaines personnes vont, par exemple, faire des réactions au niveau de l'estomac au gingembre, hein, et boire du gingembre pour avoir l'estomac brûlé, un jus avec du gingembre, en disant que c'est bon pour la santé. Non, c'est bon pour la santé de votre voisin, pas pour la vôtre. Et prendre du curcuma ou du poivre pour avoir, paraît-il, comme les Indiens, vivre avec moins de cancer, avec un anti-inflammatoire puissant, ben non, chez certaines personnes, ça peut générer justement des inflammations, des vasodilatations, surtout au niveau des veines du cul, et générer des hémorroïdes. Alors, n'allez pas prendre du curcuma si vous avez, si ça vous fait un cul de macaque, hein, parce que vous aurez généré de gros hémorroïdes pour avoir voulu prendre un anti-inflammatoire et ne pas avoir voulu avoir le cancer. Non, ça dépend des gens. Les gens ne tolèrent pas tous les mêmes aliments. Tout ça varie en fonction, bien sûr, de leur génétique et de leurs origines. Alors évidemment, se pose le problème des métis, hein. Alors on me dit, oui, mais moi, de quelle origine? Alors, même en Europe, hein, quelqu'un qui est métissé européen du sud, européen du nord, va se retrouver avec des tolérances alimentaires qui peuvent être étranges, hein. Par exemple, je parle de mon fils qui, lui, est un grand blond aux yeux bleus parce que sa maman est une Allemande du Nord, bon, buveuse de lait d'1,84 m. Et ben oui, mais mon fils est un grand blond aux yeux bleus qui, lui, n'a pas une tolérance particulière pour le lait, hein. Donc, il va plutôt avoir hérité, peut-être de mon côté, bien que moi je le tolère relativement bien, hein. Peut-être le problème au lactose n'est pas énorme, mais il aura lui hérité par exemple d'une intolérance au lactose malgré son look de viking. Oui, ça dépend des gens, il y a les métis. On se retrouve pareil avec les Africains. Les Africains, en général, si vous êtes métis, africain, européen, il va falloir vous analyser pour voir ce que vous digérez ou ce que vous ne digérez pas. Car plus nous habitons dans des régions du sud, où les animaux n'ont pas besoin d'engraisser pour affronter l'hiver, nous nous retrouvons avec des peuples qui ne digèrent pas forcément la graisse animale. Et c'est pour ça que les Africains, en général, ne sont pas enclins à la graisse animale, ils ne sont pas attirés par les nourritures animales grasses. C'est pour ça qu'on voit en général les blacks, hein, comme on les appelle, ça fait bien, les noirs d'Afrique, hein. Ils sont plutôt attirés par les viandes maigres, style le poulet, et c'est pour ça que les KFC, hein, les poulets, le KFC, oui, les Kentucky Fried Chicken, poussent en général dans les quartiers où il y a une population africaine, en Europe, où il y a une population africaine importante, car les Africains ont une attirance génétique, et pas que culturelle, la culture dépend de la génétique, pour le poulet. Et en plus, ils ont une attirance pour les poulets frits, pour les alimentations frites, pour la bonne raison qu'en Afrique, il y a une tradition de frire les aliments, pas parce que c'est cool et que ça a un bon goût, parce que depuis des centaines, voire des milliers d'années, l'Afrique est un pays où il y a une luxuriance de la faune. Il n'y a pas de mort de la nature, il y a une lutte permanente de la vie entre elles. C'est une région sous les tropiques très riche en bactéries, hein. On trouve à manger, mais on peut être tout de suite détruit par des bactéries aussi, hein. C'est la lutte pour la vie en permanence de la vie contre la vie, pour pouvoir
se développer, hein. On a une lutte à ce moment-là de la vie contre la vie, et on a une prolifération bactérienne, prolifération de tout ce qui peut être, microbien, et à ce moment-là, les Africains, pas cons du tout, ont compris inconsciemment qu'il fallait frire les aliments et ont développé justement une culture, mais aussi un goût, une génétique à apprécier les aliments frits, hein, mais aussi à digérer les fritures, aliments frits qui pourraient, en produisant beaucoup de graisses saturées, générer chez certaines autres populations très rapidement des intolérances alimentaires et bien sûr des problèmes cardiovasculaires avec des graisses qui satureraient l'organisme et qui même généreraient des inflammations artérielles, inflammations du système digestif et dégradation progressive de l'organisme, alors que les Africains ont eu une tolérance aux graisses végétales cuites parce qu'ils faisaient beaucoup de fritures pour vaincre et éliminer ces bactéries qui étaient le plus grand danger. Hein, mourir d'une infection intestinale était quelque chose de fréquent en Afrique en ayant mangé un animal avarié, ou une nourriture avariée. Donc on fait frire les aliments et on, à ce moment-là, génère au fil des générations des résistances à l'alimentation frite. Hein, alors que certains peuples vont vite s'intoxiquer, prendre un peu de nourriture africaine, ça va, trop frit, il y a un problème. Je discutais avec un Africain dans un de mes séminaires qui me disait, moi, en Afrique, on mange beaucoup frit, hein, pour justement ils ne savent pas, mais c'est inconsciemment éliminé. Je leur expliquais toutes ces bactéries, et ils me disaient, mais moi, j'ai essayé de faire ces régimes alimentaires bio en France, en faisant très attention de ne pas manger frit, de graisse saturée, et il me dit, je me sentais très mal et affaibli. Quand j'ai repris les aliments frits, je me suis senti tout de suite bien. Je dis, ça ne m'étonne pas. Selon les peuples, vous avez des tolérances ou des intolérances alimentaires qui se sont forgées sur les aliments qu'il y avait et la résistance, justement, à ces aliments et leur assimilation. Donc on se trouve avec des peuples complètement différents. Au même titre que si l'on faisait manger à un Maghrébin ou un Saoudien, heureusement, il ne mange pas parce que c'est interdit par le prophète, hein, des salaisons et de la charcuterie non halal de cochon, hein, comme un Européen peut en manger, ben, un Européen va en manger, il va se porter relativement bien, il passera l'hiver, il va se couvrir d'un peu de couenne, et il va, avec ses saucissons, sa cochonaille, comme on dit, bien passer l'hiver. Faites manger ça d'une façon régulière à un Maghrébin qui aurait abandonné sa religion et adopté la culture européenne, hein, de saucissonnaille, ben même s'il veut s'intégrer, eh ben il va générer en quelque temps une intolérance alimentaire et des inflammations parce qu'ils ne sont pas faits, ces gens du Sud, pour supporter de la graisse animale en grande quantité, leurs aliments étant maigres, étant peu gras, car il n'y a pas de saison où il y a une mort de la nature et de saison d'abondance. C'est en général disette permanente, on mange, mais il faut faire attention, puisque ce sont des climats en général à calories limitées, où il faut toujours être gérer en permanence un milieu relativement pauvre pour pouvoir survivre dessus, et ne pas vivre dans l'abondance, l'accumulation pour passer la période de mort de la nature. Donc ils n'ont pas cette tolérance aux graisses animales et ne toléreraient pas bien sûr une nourriture faite de choucroute, de saucisses et de cochonailles, alors qu'un Allemand, lui, nous générera un bel infarctus vers 70 ans, 65, 70 ans. Vous êtes sûr qu'un Maghrébin ou un Saoudien adoptant cette nourriture se trouverait avec un infarctus entre 45 et 50 ans, si ce n'est pas avant. Donc, nous sommes adaptés à manger comme nos grands-parents mangeaient, et quand nous sommes métis, eh ben c'est là où il faut faire attention, et c'est là où il faut analyser ce pourquoi l'on est fait. Donc faites très attention aux gens qui vous disent le gluten c'est mauvais, le blé c'est de la merde, le lait c'est caca. Non, c'est mauvais et c'est caca pour certaines personnes, mais pour d'autres c'est fondamental. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en cause le fait de manger des aliments de mauvaise qualité. Non, il faut toujours avoir des aliments de bonne qualité et essayer toujours de manger des aliments qui n'ont pas été récoltés sur de la souffrance animale. C'est évident. Hein.
À la base, c'était un des besoins que le prophète avait fait pour faire l'égorgement halal. C'était une façon, alors quand il est vraiment bien pratiqué, je ne parle pas dans nos abattoirs, hein, où c'est une grande arnaque, on dit que c'est halal, on tourne la vache vers la Mecque, hein, dans une espèce d'appareil, on lui tranche la gorge en lui donnant un coup de pied au cul avant pour qu'elle avance, on se fout de la gueule du monde. Non, là, en général, la tradition halal, comme quand on tue un cochon chez moi en Hongrie, à la campagne, on a plein autour de chez moi, en général, le paysan fait très attention à ne pas voir souffrir l'animal qu'il a aimé et vu grandir dans cette espèce d'échange énergétique, hein, euh, qui est propre à la vie. Pareil pour l'égorgement halal, c'était quelque chose qui était fait à la base pour imposer une tradition, pour respecter l'animal et qu'il ne souffre pas, et en même temps évacuer peut-être du sang, un excès de fer peut-être, mais il y avait toujours une cause logique derrière tout ça. Hein. Puis on tombe vers la Mecque pour faire bien, mais en général, on évite de faire souffrir l'animal, et c'est un peu pareil partout. Bon, maintenant, c'est plus tout à fait ça. Donc ça, c'est la cause animale. Mais il faut faire attention, bien sûr, à ce qu'on mange. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Je vérifie un peu. Oh, j'aurais pu parler euh, Asie, problème du lait, résistance, graisse, sud, le blé. Hein, j'ai les petites notes qui sont ici. Nourriture doit être adaptée, origine, métissage, italien, indien, j'en ai parlé. Euh, oui, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai fait le tour. Petite vidéo longue, petite vidéo qui vous apprendra quand même pas mal de trucs, hein, qui va vous apprendre surtout à être responsable de ce que vous mangez, hein, et ne pas vous faire embobiner par des marchands de rêves ou des marchands de causes qui vivent sur des causes bidons pour vendre leurs bouquins ou avoir un peu de gloire. Non, vous êtes des hommes libres, vous devez apprendre à manger en fonction de vos origines génétiques, de ce que mangeaient vos grands-parents ou votre papa et votre maman, hein, tout simplement, et bien sûr, respecter la cause animale. Hein, nous n'avons pas besoin d'autant de protéines. Hein. Bien sûr, quand les gens font du bodybuilding, ils sont obligés de manger beaucoup, mais n'oubliez pas ce que je vous dis, vous qui me suivez, le bodybuilding est un sport de capitaliste. Ça nous apprend évidemment à construire un corps, c'est très intéressant euh, intellectuellement, parce que ça nous apprend à détruire pour bâtir, et ça nous apprend la valeur du travail, mais ce fait de vouloir toujours être plus gros est aussi une maladie mentale, et être énorme n'est pas, en fin de compte, dans la logique. Hein. Les humains devaient être avant tout économiques pour pouvoir vivre sur un milieu, l'exploiter au maximum et transmettre la vie avant de mourir. Évidemment, si toutes les personnes au monde mangeaient autant de protéines qu'un bodybuilder, ça poserait un problème. C'est évidemment un sport de capitaliste, mais c'est une mode qui aussi nous apprend beaucoup, qui doit être pratiquée avec parcimonie, mais nous apprend beaucoup sur la valeur du travail et la valeur de l'effort, et nous apprend à détruire pour bâtir, nous apprend à souffrir pour construire quelque chose et être heureux dans la réalisation d'une œuvre plutôt que dans la jouissance, ce qui est l'essentiel dans la vie. Voilà, petite vidéo. J'aurais pu aussi parler des problèmes inuits, de leur nourriture, de leur mauvaise adaptation quand ils reviennent dans les zones, on va dire, occidentalisées. J'en parlerai une prochaine fois. Voilà, petite vidéo pour vous apprendre, vous qui me regardez, à vous analyser et à essayer de manger ce pourquoi vous êtes fait et pas écouter les marchands de soupe qui veulent vendre tout simplement du papier ou avoir un peu de gloire. Allez, c'était Fred Delavier, 0h04, je vais faire une séance de développé halter et de trapèze. À bientôt. Pour ceux qui me suivent, je serai au salon du Body Fitness. Hein. Je serai souvent sur le stand multiforme puisqu'il y aura mes machines. Vous pourrez me voir si vous voulez, me toucher en vrai. Chèque Delavier sera là-bas, accessible. Et n'oubliez pas que je suis, comme vous, un homme et que nous sommes tous des hommes et notre but, c'est d'être éveillés pour savoir qui nous sommes réellement et ne pas faire de conneries dans l'existence pour pouvoir vivre pleinement la relation à l'autre, aimer et être aimé dans ce monde merveilleux
qui est fait pour que nous nous épanouissions. À bientôt, presque 40 minutes. Salut!